C'est Stéphanie qui nous dit, est-ce que le konjac peut aider à maigrir? La grande promesse de tous ces aliments, c'est dingue. Hein. Donc c'est une plante qui est originaire d'Asie, notamment du Japon. C'est une racine qui contient une fibre appelée le glucomanane. Et à partir de cette racine, on va faire des aliments. Alors ça se vend sous forme déjà préparée. Vous avez notamment sous forme de grains de riz, comme cela. Voilà. Appétissant, n'est-ce pas? Non, mais pas du tout, ça a l'air gélatineux. Sous forme de nouilles également, voilà. Il y a aussi des pâtes. Est-ce que parmi vous, il y en a qui ont déjà goûté? Oui, ça n'a aucun goût. C'est ça. Et ça sent, il y en a qui sont très mauvais. Alors, il faut rincer pendant 1000 ans parce que ça sent je ne mauvais. Normalement, ça n'a pas pas d'odeur. Non, là, ça n'a aucune odeur. Les miens étaient périmés. C'est pour ça que j'ai Pas kiffé. Moi, j'en ai eu dans mon placard en espérant le préparer. Je ne l'ai jamais fait. Du coup, voilà. Bon. Alors, on lui prête des vertus, notamment amincissantes. Oui, c'est vrai que le konjac, ça fait aujourd'hui partie de ces aliments minceurs sur lesquels on peut avoir tendance à se ruer avant l'été. Et alors, voici les raisons pour lesquelles c'est présenté comme cela. C'est déjà parce que c'est très pauvre en calories. Vous avez donc de 10 à 20 calories pour 100 grammes contre 350 calories pour 100 grammes de pâtes au blé cru. Bon, sa femme, c'est pas assez. Bah, c'est pas beaucoup de calories, on est d'accord. Oui, Voilà, c'est ça. Donc on va rebouffer après. Alors normalement non, parce que ça a un effet rassasiant. D'accord. Comme en fait ça gonfle dans l'estomac, eh bien ça forme un gel et on aurait un peu moins d'appétit. C'est également riche en fibres, c'est 2 à 4 grammes de fibres au 100 grammes. Donc ça peut aider pour le transit. Bien, mais honnêtement, la promesse est beaucoup trop belle. Hein. C'est pas parce qu'on va manger du konjac qu'on va maigrir. Il faut une alimentation équilibrée. Et donc, en tout cas, l'allégation minceur ne tient pas. Alors, attention, en plus, il peut y avoir quelques petits désagréments quand on en mange un peu trop. Oui, il faut être vigilant parce que c'est vrai qu'on le disait, les fibres, ça aide au transit. Mais le côté inverse, c'est que si on a les intestins fragiles, ça peut donner des diarrhées, des ballonnements. Donc voilà, commencer avec des petites quantités. Et il y a aussi, un peu plus sérieusement, des risques d'occlusion et d'étouffement, notamment pour les enfants. Et il y avait des bonbons à base de konjac qui ont été interdits pour les enfants en France et dans d'autres pays. Et l'autre risque, c'est celui de carence, parce qu'il n'y a aucune vitamine, aucun minéraux. Donc si vous ne mangiez que ça, et ben forcément, voilà, ça peut vous faire des carences. Vous le vendez bien, Rive. Moi, je suis désolée de celui-là, je le vends pas parce que, en plus, le problème, c'est que, en fait, on craque. Vu qu'on n'a pas le sentiment de se faire plaisir, on va craquer derrière et voilà. Et puis on va manquer de glucides finalement parce qu'il n'y a pas assez de féculents et donc on va avoir faim. Oui. Les féculents ne sont pas interdits, mais là, si on prend tel quel, Non. c'est vraiment insuffisant. Donc si on souhaite quand même essayer, parce qu'on peut tenter, hein, c'est Bien pas sûr. si mauvais, mais il faut y aller à petite dose. Exactement. Donc déjà, il faudrait le cuisiner. Ça prend le goût des aliments. Donc vous faites par exemple une recette de pâtes aux sauces tomates. On peut le faire aussi en version nouilles asiatique. Ça peut également s'ajouter dans une soupe. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de mélanger par exemple des pâtes au blé et du konjac pour un petit peu augmenter la quantité qu'on va manger. Alors par contre, certains le consomment sous forme de gélules ou de poudre avant manger pour diminuer l'appétit. Ça, les nutritionnistes ne le recommandent pas. Voilà. En tout cas, ne remplacez pas vos aliments par du konjac parce qu'honnêtement, vous n'allez pas perdre beaucoup et puis vous allez surtout vous gâcher, enfin pas vous gâcher, mais pas profiter de vos repas. Vous allez dire pas kiffer. Pas kiffer vos repas, j'allais le dire. Voilà. Kiffons quand on mange. Vous avez bien raison, Rime. Merci de ces explications. On passe à notre dossier du jour. Je vous propose de fermer les yeux, d'imaginer un endroit apaisant. Je parie que vous êtes très certainement au bord de la mer, en forêt ou même dans une prairie. Car oui, la nature, elle nous apporte du bien-être, mais pas seulement. De nombreuses études montrent que le contact avec la nature a un réel impact bénéfique sur notre santé. On se sent mieux tout de suite, hein. Ouais, grave, c'est vrai en plus. Et nous sommes ravis d'accueillir Lucie Rose. Bonjour. Bonjour Jimmy. Vous êtes neuropsychologue et on va parler des bienfaits validés scientifiquement de la nature parce que des études, il en existe. Donc là, aujourd'hui, tout ce qu'on va dire, c'est sourcé, c'est validé, c'est pas un truc ésotérique, on fait des câlins des arbres et Voilà, c'est documenté par la science. Alors d'ailleurs, quand on a entendu le bruit des oiseaux, rien que là, on allait un peu mieux. Est-ce que quand on parle des bienfaits de la nature, ça passe également par le son autour de nous? Oui, ça passe par le son. Imaginez, on est dans une ville, qu'est-ce qu'on entend? Des voitures, des métros, des insultes. Des insultes, c'est ce que j'allais dire. C'est rouge, c'est vert. Et là, le piéton, le vélo. Voilà. Exactement. Et là, le cerveau doit faire un vrai travail de filtrage sensoriel. On entend plein de choses. On doit décider, en fait, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important, qu'est-ce que je fais de ces informations-là. Alors que quand on entend des oiseaux, on peut tout simplement observer ce qu'on entend. Donc, on fait attention, mais c'est une attention qui est douce. On appelle ça d'ailleurs la fascination douce. Moi, je m'endors avec les vagues. Ouais. Il est très content, mon mec, mais, mais moi, ça me rappelle ma brotte. Mais moi, ça me. Voilà, et je focus mon cerveau et je m'imagine
à Concarneau chez moi. Voilà. Mais non, mais ça marche très bien. Oui, Enfin, ça marche vraiment bien pour restaurer l'attention, en Ouais. fait. Alors, on va parler d'études, et c'est vrai que ça a débuté il y a déjà quelques temps. Dans les années 80, un médecin a eu une idée de faire une étude assez intéressante. Il a pris des patients qui ont été opérés de la vésicule biliaire, une intervention plutôt classique, qu'on a répartie en 2 groupes. Un groupe de patients avait accès à une fenêtre qui donne sur un jardin, et un groupe de patients avait une fenêtre qui ne donne pas accès sur la verdure, ils voient tout simplement un espace urbain. Et puis on a suivi les patients pour voir ce qu'il se passe. On est déjà dans les années 80, en 1984. Eh bien, les patients qui ont eu accès à la verdure ont été hospitalisés un peu moins longtemps de manière significative. Ils ont pris moins d'antidouleurs de palier élevé, donc des antidouleurs forts, ils ont eu moins de complications mineures, et les infirmières ont noté moins d'anxiété, moins de douleurs et moins d'agitation. Ça veut dire qu'au quotidien, quand on habite en ville, on peut être plus stressé juste par l'environnement urbain, et à l'inverse, à la campagne, plus détente. C'est exactement ça. Alors, cette étude d'Ulrich, elle a cet avantage de nous montrer que la simple exposition par une fenêtre à de la nature a ces bienfaits-là. Mais alors, pourquoi ? Ça permet de décroître le taux de cortisol. Le taux de cortisol, en fait, c'est ce qui va représenter le stress qu'on va ressentir dans le corps. Et donc, l'exposition à la nature permet de décroître le cortisol qui va être libéré, donc décroître le stress. Encore une fois, parce qu'on a moins d'informations à filtrer et notre cerveau, il a moins à travailler en se disant, en fait, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce que je dois retenir, pas retenir, et qu'est-ce que je fais de toutes ces infos. Et alors, dans les études, est-ce qu'il y a eu une comparaison entre mer, montagne, campagne, ou peu importe, tant qu'on est en contact avec toute nature, c'est bon? Alors, souvent, les études se concentrent sur un type de nature par rapport à l'endroit urbain, par exemple. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'on a ces bienfaits qu'on soit en forêt, qu'on soit dans son jardin ou qu'on soit à la mer. Est-ce que l'esthétisme a une importance? Parce que quand on voit un beau paysage, Oui. on l'observe beau. Est-ce que ce beau a une influence, un impact sur notre cerveau? Et on retrouve cette notion de fascination douce. Parce qu'on retrouve dans la nature, on trouve les feuilles qui bougent délicatement, l'herbe avec ses patterns. C'est des choses que l'œil aime. En fait, l'œil n'a pas besoin de se concentrer trop fort pour comprendre ce qui se passe. Donc, encore une fois, l'attention, elle est focalisée, mais elle n'est pas en train d'essayer de résoudre un problème. C'est comme si on avait moins d'idées négatives. Moi, je trouve quand on est dans la nature, il y a comme un apaisement progressif. Oui, ça fait baisser ce qu'on appelle les ruminations. Donc, les ruminations, vous savez, ces idées qui tournent en boucle, dont on n'arrive pas trop à sortir. Des chercheurs ont montré que passer 90 minutes à marcher dans la nature par rapport à 90 minutes à marcher dans un espace urbain, ça permettait de baisser ces ruminations-là. Alors, pour plein de raisons, mais notamment parce que quand on est en milieu urbain, notre cerveau, il est en train d'essayer de réfléchir, de comprendre ce qui se passe, mais il est aussi en train de réfléchir à socialement comment on doit se comporter. Et ça, justement, quand on n'a pas besoin de le faire, on peut baisser d'un ton. Allez, j'appelle mon mec, on déménage.